Si vous permettez, moi je vais le garder allumé. D'abord parce que, après, il sera question d'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle commence dans nos poches. C'est-à-dire que chacun et chacune d'entre nous a des dispositifs, on va le voir, qui finalement sont à base d'intelligence artificielle. N'importe quel moteur de recherche, n'importe quel filtre Instagram que vous mettez sur vos photos, si vous êtes sur Instagram ou même sur des filtres normaux, contiennent de l'intelligence artificielle. Et donc l'effort qu'on va faire avec Paola Tubarro ce soir, c'est de vous montrer non pas que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, ce qui est pratiquement le 90% de nos collègues font des présentations de ce type. Nous, on se concentre sur le fait qu'elle n'est pas si artificielle que ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'activités réalisées prétendument par des intelligences artificielles, mais qui sont largement faites à la main. Vous allez comprendre par qui et comment. Alors tout d'abord, la présentation de ce soir, on va l'organiser en 2 temps. Je vais lancer la conversation. Par la suite, je vais vous laisser dans les mains capables de Paola. Elle est, comme vous comprenez bien, dans ce binôme, elle est le côté intelligent. Moi, je suis celui un peu mignon, hein, comme ça. Et on travaille, comme on l'a dit, à l'Institut Polytechnique de Paris, les deux, hein, chacun dans son bureau. Donc vous comprenez bien qu'en tant que sociologue et à moitié économiste, on est entouré par des ingénieurs. Donc on est des drôles de canards dans cette situation. Et notre rôle, c'est d'apprendre à nos collègues ingénieurs à ne pas trop faire confiance à leur propre technologie, finalement. Parce que notre point de départ, si vous voulez, ou alors la question qui nous occupe est d'où vient l'intelligence artificielle. Si on arrive à répondre à ça, on arrive aussi à donner des éléments de réponse à qu'est-ce qu'une intelligence artificielle. Parce qu'il faut être quand même tous et toutes d'accord sur une définition de base. Alors, d'où vient l'intelligence artificielle? Si on lit, si vous voulez, dans n'importe quel livre d'histoire de comment l'intelligence artificielle en tant que domaine de recherche s'est formée à partir des années 50 du siècle passé et a continué à évoluer tout au long des années 80, 90, 2000, etc., eh ben, c'est une histoire qui commence à un endroit des États-Unis qui s'appelle Dartmouth. Dartmouth, c'était l'endroit, c'était un collège, et c'est encore un collège célèbre, dans lequel a eu lieu le premier colloque dans lequel on a étudié l'intelligence artificielle. On a fondé ce domaine de recherche. Mais ensuite, toute cette histoire est parsemée d'étapes importantes, mais qui ont lieu toujours à des endroits du type la Silicon Valley, le MIT, qui est à Boston, Cambridge, ou tout au plus, on arrive jusqu'à Séoul, en Corée du Sud. Bon, bref, on pourrait carrément tracer une ligne droite qui connecte la Californie à la Chine et à la Corée du Sud, et on resterait entièrement dans l'hémisphère nord. L'histoire de l'intelligence, l'histoire mainstream de l'intelligence artificielle est une histoire de choses qui se passent dans l'hémisphère nord de notre planète. Et on va chercher à complexifier cette cartographie, et déjà c'est un peu téléphoné, et c'est plutôt dans l'hémisphère sud qu'on va trouver énormément de choses intéressantes. D'ailleurs, dans l'hémisphère nord, c'est aussi l'endroit dans lequel, aujourd'hui, 2025, on trouve la presque totalité des grands centres de données dans lesquels les intelligences artificielles sont entraînées. Donc c'est des énormes structures dans lesquelles sont stockées, dans des serveurs, dans des disques, des données, énormes quantités de données, d'informations, qui sont des vidéos, des textes, de l'audio, mais on les retrouve, si on regarde bien, toujours dans des centres qui sont liés à Facebook, aujourd'hui Meta, ou alors à Amazon, ou alors à Google, aujourd'hui Alphabet. Bref, c'est encore une histoire qui se concentre à des endroits des États-Unis, de l'Europe et, de manière grandissante, de la Chine. Donc, sur la base de cette cartographie initiale, qu'est-ce qu'on peut dire d'une intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Comment fonctionne-t-elle? Grosso modo, ce qui est important à comprendre est qu'aujourd'hui, ce qui est dominant, ce qui est hégémonique, c'est un type particulier d'intelligence artificielle qu'on appelle de machine learning, c'est-à-dire de l'apprentissage machine, apprentissage automatique. Et comment ça fonctionne?
Eh bien, ça fonctionne, comme le nom l'indique, c'est un apprentissage, donc il faut que quelqu'un enseigne à une machine, c'est-à-dire à un modèle mathématique, à reconnaître de l'information. Donc, il faut montrer à cette machine énormément d'exemples. Je vous donne moi-même un exemple. Donc, s'il faut, par exemple, que notre machine soit capable de faire la différence entre un hibou, un renard, un écureuil, etc., il faut leur montrer énormément de photos de tous ces bêtes-là, peut-être donner un petit coup de pouce à la machine en étiquetant chaque animal dans cette base de données initiale. Et après, on espère, la machine va être capable, la prochaine fois qu'elle trouve un animal, qu'elle, par exemple, reçoit l'image d'un animal, eh ben, sera capable de reconnaître s'il s'agit d'un renard ou d'un écureuil. Pour vous donner disons un peu... je me rends compte que ça ressemble à un truc d'Ésope, si je parle d'hibou et de renard. Mais pour vous donner un exemple beaucoup plus simple, lorsque vous avez affaire, encore une fois, à un filtre Instagram qui, par exemple, ajoute de la couleur sur vos yeux, du make-up sur vos yeux, du maquillage sur vos yeux, eh ben, il faut que ce filtre soit capable de savoir qu'est-ce qu'un visage humain, où sont les yeux normalement dans un visage humain, et donc il faut montrer énormément de photos de visages humains, et il faut leur dire voilà, ça c'est les yeux, ça c'est le nez, ça c'est la bouche, etc., etc. Donc c'est un apprentissage. La plupart des études qui existent aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur l'impact social de l'intelligence artificielle, se concentrent vraiment sur le modèle, c'est-à-dire sur la partie mathématique, sur la partie qui est codée. Nous, c'est-à-dire nous, Paola Tubaro, moi-même et nos collègues au DeepLab, on a un parti pris un peu différent. Nous, on se concentre sur la partie data. Nous, vraiment, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans cette recette magique, hein, comment est-ce qu'on fait la saucisse. Et donc, comment est-ce qu'on étudie ça? Bon, d'abord, on l'étudie avec nos collègues, nos étudiants, nos doctorants, nos postdocs, et on a fondé depuis quelques années un laboratoire de recherche qui s'appelle DeepLab. DeepLab veut dire Digital Platform Labor, donc c'est le travail des plateformes qui sert pour produire ces données qui nourrissent l'intelligence artificielle, et par-delà notre logo, qui est un truc un peu technoïde, on a aussi un emblème, hein, parce qu'on veut se la jouer vraiment devise presque moyenâgeuse. Et notre emblème, c'est cette espèce de iceberg de données que vous voyez là. La plupart de nos collègues se concentrent sur la partie émergée. Nous, on travaille sur la partie submergée de ce iceberg. Et qu'est-ce qu'on voit dans la partie submergée? Eh bien, lorsqu'on fait nos enquêtes, parce qu'on est sociologue, donc notre travail consiste à faire des observations participantes, des entretiens, des enquêtes, des questionnaires, analyser des données de manière quantitative, qualitative, mais grosso modo, comme dans les dessins animés de Scooby-Doo, eh ben, on voyage dans le monde avec nos amis en cherchant à résoudre des mystères. Et nos voyages et nos enquêtes nous amènent à des endroits qui sont plutôt dans l'hémisphère sud. On trouve les personnes qui produisent ces données pour l'intelligence artificielle dans des pays que vous voyez listés là. Ça, c'est des pays dans lesquels nous avons mené des enquêtes dans les dernières années. On a, on a eu plus de 5000 participants, une trentaine de pays, et c'est surtout des pays du type l'Inde, le Bangladesh, le Kenya, Madagascar, Venezuela, Colombie. Bref, pas exactement la Silicon Valley, pas exactement ce qu'on nous raconte dans l'histoire mainstream de l'intelligence artificielle. Vous allez voir, vous allez entendre dans le reste de cette présentation des histoires de personnes qui viennent, qui résident en réalité dans ces pays et qui travaillent pour produire les intelligences artificielles qui, encore une fois, nous avons dans nos poches. Alors, je vous donne un exemple pour commencer. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT. J'imagine que certains et certaines d'entre vous l'ont au moins essayé pour lui faire composer, que sais-je, une recette de cuisine sous forme de sonnet de Shakespeare. Combien d'entre vous ont utilisé ChatGPT? Allez, c'est génial, la jeunesse parisienne. Excellent. Bon. Le cas de ChatGPT est un cas surtout de emballement marketing. Franchement, c'est un type de modèle qu'on appelle de large language model, c'est-à-dire un gros modèle de langage qui existait avant, va exister après. Il fait
pas des choses géniales, franchement, il est bon à ce qu'il fait, mais en même temps, l'emballement marketing a été tel que lorsqu'on a lancé ChatGPT, on a aussi fait une promesse, une prophétie si l'on veut, de atteindre au plus vite l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une super intelligence qui serait au moins au niveau humain, voire plus. Alors quand je vous parle de hype, d'emballement médiatique et marketing, c'est clair que la réalité est autre. Et la réalité, alors si vous vous souvenez, c'était en novembre 2022, le lancement de ChatGPT. Hein, c'était il y a déjà 2 ans. 2 mois après le lancement de ChatGPT, on a eu une découverte un peu spéciale qui est liée au fait que GPT, dans ChatGPT, a une signification particulière. Donc cet acronyme, donc le G veut dire générative, c'est une intelligence artificielle qui génère du texte, voilà, et des images aussi, parce qu'il y a toute une partie image qui s'appelle DALL-I. Après, T veut dire transformer, c'est le type de modèle, je ne rentre pas dans le détail, mais surtout, la lettre qui porte vraiment la signification la plus importante, c'est la P. P veut dire que c'est un modèle pré-entraîné. Comme un athlète, il faut que quelqu'un enseigne à cette machine qui l'entraîne pour reconnaître des langues et pouvoir, par exemple, anticiper ce que les êtres humains souhaitent chaque fois qu'ils demandent quelque chose à ChatGPT. Par exemple, si je propose à ChatGPT de compléter une phrase « Aujourd'hui, c'est une très belle journée », fort probablement, ça va être le prochain mot, eh ben, il faut que quelqu'un enseigne, à force d'exemples, à ChatGPT, qui l'entraîne. Qui entraîne ChatGPT ? Vous imaginez peut-être des ingénieurs, comme nos élèves, ou alors des data scientists. Eh ben, le magazine Time, quelques mois après, 2 mois après le lancement de ChatGPT, a découvert que ces personnes rassemblent plutôt à des travailleurs sous-payés et pauvres, je souligne, qui résident dans des pays comme le Kenya. Donc, en l'occurrence, ça c'était un grand reportage dans le magazine américain Time, publié en janvier 2023, 2 mois après le lancement de ChatGPT, qui disait qu'il y avait des personnes, plusieurs centaines, dans une entreprise à Nairobi, donc dans le Kenya, qui étaient payées $1,34 de l'heure pour entraîner ChatGPT. Et que ce n'était pas un travail simple, parce qu'en plus, ils devaient l'entraîner non seulement à disons, générer un certain type de textes, des textes qui sont considérés comme admissibles, mais parfois à éviter de générer des textes qui sont inadmissibles, du langage de haine, des textes pornographiques, ou tout ce qui est considéré par l'entreprise qui produit ChatGPT comme non aligné avec les finalités de l'entreprise même. Donc c'était un scandale, mais un scandale dont aujourd'hui, je pense, peu de monde se souvient, sauf nous. Parce que nous, notre travail consiste à provoquer ces scandales-là, c'est-à-dire aller chercher ces personnes qui entraînent des dispositifs comme ChatGPT et forcer OpenAI, l'entreprise qui produit ChatGPT, à dévoiler où sont ils et elles. Et bien alors, donc, à force d'insister et de poser ces questions, voilà, après, OpenAI a publié même un texte qui atteste que leurs entraîneurs sont non seulement au Kenya, mais aussi en Afrique du Sud, mais aussi en Angleterre, mais aussi en Turquie, mais aussi en Inde, mais aussi dans l'Amérique du Nord, mais aussi aux Philippines. Bref, il y a énormément de monde qui est impliqué dans cette histoire. Il y a combien de personnes? Alors, je vous dis tout de suite, on ne sait pas. Il y a des estimations qui sont incroyablement compliquées et incroyablement controversées. Nous-mêmes, Paola et moi, on a publié à une époque une estimation de combien de personnes le font en France et on avait estimé que ça arrivait jusqu'à 260 000 personnes. Évidemment, tout le monde nous est tombé dessus en disant que c'est exagéré. Mais après, disons que l'histoire a été encore plus exagérée, si vous voulez, par nos collègues de Oxford, qui ont dit qu'il y avait 160 millions dans le monde de personnes qui faisaient ça. Et en 2023, c'était la Banque mondiale qui disait qu'il y avait 435 millions de personnes qui font ça. Encore une fois, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est une estimation, c'est surestimé, mais la seule chose qu'on observe est qu'il y a de plus en plus de monde qui est considéré comme
travailleurs de la donnée, c'est-à-dire des gens qui produisent et qui entraînent des dispositifs comme ChatGPT. Et nous, on les connaît, c'est-à-dire qu'on travaille avec eux, on passe du temps avec eux, on les invite. Par exemple, pendant l'année 2024, on a organisé plusieurs rencontres au Parlement européen. Et il y avait des personnes qui venaient par exemple du Nigeria, de l'Iran, de Syrie, et qui entraînaient des modèles comme ChatGPT ou ChatGPT même, parfois. Combien sont-ils payés? Alors, je vous disais, par heure, ils arrivent à être payés, mais vraiment très, très faiblement, $1,34 en certains cas. On a même des plateformes dans lesquelles des personnes sont recrutées seulement pendant quelques minutes et sont payées $3. Donc, ce n'est même pas une rémunération de l'heure, parce qu'ils n'arrivent pas à travailler une heure. Ils doivent vraiment s'organiser pour ramasser un maximum de ce qu'on appelle des micro-tâches, donc des micro-missions qui durent quelques secondes. Et ça revient à quoi? Par exemple, regarder un site web et dire rapidement s'il s'agit d'un site web qui parle de sport ou de politique. Ou alors, par exemple, copier-coller des morceaux de texte. Ça, c'est très utile pour ChatGPT en l'occurrence. Ou parfois, c'est des tâches qui sont liées des micro-tâches qui sont liées aux images. Par exemple, il faut faire du travail d'étiquetage d'images. Vous avez une photo et vous devez, si vous êtes un travailleur, ajouter une étiquette du type, voilà, ça c'est des montagnes, ça c'est le ciel, etc. Et la prochaine fois que cette intelligence artificielle va voir une image d'un paysage, elle sera capable de savoir où sont les montagnes et ainsi de suite. Tout ça, c'est très très faiblement payé. Qui réalise ce type de travail? Alors, si on va voir du côté de la communication, marketing et de la pub de ces grandes entreprises, là c'est Tesla, qui aujourd'hui s'appelle tout simplement le gouvernement des États-Unis. Vous savez, il y a eu un petit changement. Bref, Tesla disait il y a quelques années que nos entraîneurs de données rassemblent plutôt à ça. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont blonds. Et alors, par contre, notre expérience est un peu différente. Les nôtres rassemblent plutôt à ça. Alors, je vous rassure, ce n'est pas les enfants. On a très, très peu, voire presque jamais, du travail de mineurs dans ce type d'activité. C'est le papa. C'est le papa, donc en l'occurrence, c'est un monsieur qui vit dans une ville qui s'appelle Bangalore, en Inde. Mais nous, on a beaucoup travaillé, par exemple, sur l'Afrique, sur l'Amérique du Sud, Paola surtout. Et donc, moi, je vous montre quelques images de notre voyage. Ce n'est pas vraiment des vacances, c'est vraiment des missions d'observation dans une ville de Madagascar qui s'appelle Tananarive, c'est la capitale. Peut-être que certaines et certains d'entre vous ont même lu des histoires sur des entraîneurs des petites mains de l'intelligence artificielle à Madagascar, voilà, parce que des étudiants, nous, des doctorants, nous, ont été très généreux avec la presse. Et donc, qu'est-ce qu'on voit quand on va à Madagascar? Alors ça, c'est le happy hour. Ça, c'est quand tout le monde rentre chez eux, après avoir bossé pour entraîner des intelligences artificielles. Où bossent-ils et elles? Alors, parfois, ils bossent depuis chez eux. Ça, c'est par exemple deux petits jeunes de 19 ans. Ils ont un seul ordi et ils se sont organisés avec 5 gars du coin, des filles et des garçons, pour faire à tour de rôle, voilà, d'entraîner des intelligences artificielles et faire des petites tâches. Et chacun gagne quelques centimes. Ils mettent ça dans une cagnotte et après, ils partagent tout. Donc, c'est vraiment la petite entreprise familiale. Parfois, ça ressemble vraiment à des bureaux. Donc, ça, c'est un open space. Il y a des postes. Il y a des personnes qui ont leur propre poste. Il n'y a pas vraiment de badge, mais enfin, bref, ça, c'est un peu plus formel. Parfois, c'est encore très informel. Moi-même, j'ai observé des personnes qui entraînaient des intelligences artificielles dans des cybercafés. À côté, il y avait des gens qui envoyaient des mails et d'autres qui jouaient à des jeux vidéo. Et il y avait aussi des personnes qui faisaient des micro-tâches. Et après, ça ressemble plutôt aussi à ça. Donc ça, c'est une maison dans la périphérie de Tananarive. C'est une maison qui a été transformée en usine à clics, en usine à données. Hein. Donc chaque pièce contient 20, 30 personnes avec des ordi. On va y revenir parce qu'il y a un morceau d'histoire que Paola va vous raconter lié à cette maison en particulier. Hein, parce qu'on a vraiment tout dans cette maison. Ça, c'est 150 personnes, une seule toilette, pas de poubelle, pas de service de nettoyage public. Donc chaque jour, chacun d'entre nous devait sortir dans le jardin pour brûler les poubelles. C'est pour vous donner un peu, non seulement par-delà la rémunération, ils sont payés 90 € du mois. Hein, c'est vrai.
Et vous allez pouvoir, vous allez dire, ah non, à Tananarive, peut-être c'est assez. Non, c'est pas assez, croyez-moi. Bref, conditions de travail désastreuses, rémunération désastreuse. Pourtant, ils sont vraiment l'infrastructure humaine de l'intelligence artificielle. Sans eux, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et en plus, quand les employeurs ou les propriétaires de ces plateformes, de ces entreprises nous disent qu'ils payent leurs travailleurs 90 €, etc., ce n'est pas toujours vrai, entièrement vrai. Par exemple, dans l'une de ces entreprises que j'ai observées en novembre 2023, il y avait donc le patron, il développait un morceau de ChatGPT. Le patron nous disait, moi je paye jusqu'à 120 € du mois, par mois, mes travailleurs, mais ils avaient oublié de cacher ça, qui était vraiment à l'entrée du bureau. Et ça, c'est un espèce de barème des rémunérations qui correspondent à différents paliers de performance des travailleurs. Donc, niveau numéro 1, vous n'allez pas lire, mais je vais lire pour vous. Niveau 1, 1 kg de sucre. Niveau 2, 1 kg de une marque de haricots de Madagascar. Niveau 3, c'est 5 kg de riz. Ou alors 25 kg de riz. Bon, si vous arrivez au top, ils payent votre loyer. Mais donc là, vraiment, on est non seulement revenu à des situations qui rassemblent vraiment le début de la révolution industrielle d'il y a quelques siècles, mais on est carrément revenu à une économie du troc, presque. C'est vraiment de la pauvreté extrême qui s'invite. Moi-même, j'ai interviewé des personnes qui travaillaient au 8e mois de grossesse, des femmes évidemment, après, ou alors par exemple des personnes qui nous disaient moi j'attends vraiment avec impatience la distribution de sucre et de chocolat qu'ils vont faire à la fin du mois, parce que sinon je n'arrive pas à la fin du mois. Donc les entreprises distribuent aussi des produits alimentaires. Donc c'est pour, et là je m'arrête, c'est pour vous donner vraiment le message initial et principal, et après je passe la parole à Paula, que l'intelligence artificielle, telle qu'on la produit aujourd'hui, repose sur le travail d'une multitude d'êtres humains dans la boucle, c'est vraiment le terme qu'on utilise, c'est les humains dans la boucle, qui alimentent et qui sont nécessaires pour son fonctionnement. Ça, c'est du travail vivant. Ce n'est pas du travail cristallisé, comme on disait à l'époque Marx. Ce n'est pas du travail mort, c'est du travail vivant. C'est des personnes qui réalisent des tâches à la main pour faire fonctionner ces intelligences artificielles. Et Paula, the floor is yours. Merci Antonio, je me rapproche du microphone. Pour continuer, donc j'avais un peu envie, après cette première partie qui a présenté les grands enjeux et les thématiques de notre recherche par rapport à l'intelligence, du coup, entre guillemets, artificielle, et je voulais un petit peu rentrer sur les fonctions de ces travailleurs et travailleuses, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi, à quoi ça sert en fait ce travail d'une manière un peu plus spécifique, et puis pour essayer de remonter aux raisons pour lesquelles on trouve ces résultats assez étonnants des gens payés aussi peu qu'ils doivent attendre le chocolat à la fin du mois pour survivre. Et donc, je le ferai à partir de ce petit graphique qu'on avait développé pour une publication scientifique qui essaie en fait de reprendre la logique qu'Antonio a présentée tout à l'heure, sur d'où vient l'intelligence artificielle actuelle techniquement. Elle est basée, il disait qu'elle est basée sur des algorithmes dits d'apprentissage machine, qui donc sont basés, en fait, la grosse différence par rapport à d'autres approches, d'autres manières de faire l'intelligence artificielle plus ancienne, est qu'avant, disons, l'objectif des scientifiques était de programmer chaque étape. Donc, dans chaque situation, si on se trouve dans ce cas, la machine fait ça. Sinon, elle fait ça. Sinon, et ça, c'était très, très difficile parce que c'est difficile de prévoir toutes les situations possibles. Le gros avantage de la méthode qui est actuellement la plus utilisée et celle qui a le plus de succès est cette idée d'apprendre à partir des données. Donc, on ne va plus donner des instructions pour lesquelles il faut penser à tous les cas de figure, mais on donne des grandes bases de données à manger, entre guillemets, à la machine pour qu'elle apprenne peu à peu à retrouver les différents types d'animaux, par exemple, si on veut rester à l'exemple que donnait Antonio avant. Donc, en fait, la
toute première étape de la construction d'une intelligence artificielle, c'est de trouver ces données, quoi. C'est de lui fournir des données. C'est vraiment la base. Ensuite, on passe, une fois qu'on a les données, on passe à la phase suivante, qui est celle d'élaborer le modèle. Donc, comment fait la machine à apprendre? Et donc là, il y a la partie qui est plus mathématique, mais on verra que les travailleurs et travailleuses des microtâches dont on vient de parler interviennent à ce stade aussi. Et puis, il y a une partie finale où il faut bien faire des contrôles, des vérifications, bien s'assurer que la machine, elle fait bien ce qu'elle est censée faire. Si on lui dit d'appliquer tel filtre de maquillage sur une photo, sur les yeux dans une photo, qu'elle a bien reconnu les yeux et pas la bouche ou autre chose. Et là aussi, nous verrons que, en fait, les travailleurs interviennent à chaque étape, que tout cela semble automatisé, mais en fait, il y a des interventions humaines de ce niveau faible, basique, à toutes les étapes. Et donc, commençons par la phase initiale. On est tout en amont, il faut se procurer les données pour commencer tout le processus. Et bon, parfois, ces données existent déjà. Il y a beaucoup d'entreprises qui les prennent du web, par exemple, d'Internet. À la base, beaucoup des textes qui ont servi à construire ChatGPT, c'était des textes extraits du web. Parfois, les données déjà existantes ne sont pas suffisantes ou pas de bonne qualité pour l'objectif spécifique qui est envisagé. Et là, les petits travailleurs et travailleuses interviennent, on les paye en fait pour créer, pour produire les données nécessaires. Et donc là, on a un petit témoignage assez rigolo d'une femme qu'on a interviewée au Brésil, où on a fait une partie de nos enquêtes en collaboration avec des chercheurs là-bas. Et en fait, elle nous racontait qu'une tâche qu'elle avait dû faire consistait à prendre des photos des crottes de son chien à différents endroits dans la maison et dans différentes situations comme de lumière et tout. Et bon, ça peut paraître assez étonnant, mais en fait, ça servait à quoi? Ça servait en fait à fournir des données à un futur robot de nettoyage qui devait bien apprendre à reconnaître ce genre d'objets dans la maison pour savoir après comment les traiter. Et donc, manifestement, on est face à une situation où les gens ne mettent pas des photos des excréments de leurs chiens dans Internet, ou peut-être pas suffisamment, ou peut-être ils ne sont pas... Et donc, il faut demander à quelqu'un de le faire. Mais, donc, tout ça, ça se passe en amont. Mais, comme je l'anticipais un peu vite fait tout à l'heure, il peut y avoir des humains qui interviennent aussi en aval. C'est-à-dire, une fois que notre algorithme, notre intelligence artificielle, elle a eu ses données, elle a été entraînée, comme on dit dans le jargon technique, testée, mise en fonction, peut-être même commercialisée, elle fonctionne. Il faut toujours un peu vérifier que ça fonctionne comme il faut, s'assurer qu'il ne faut pas faire, est-ce qu'il faut faire des mises à jour sur quelque chose. Et donc là, on est dans un cas, donc tout à l'heure, le cas des photos, c'était pour une intelligence artificielle des types visuels, donc les données étaient des images. Là, l'exemple que je propose ici, c'est plutôt de l'oral, du traitement de la parole par des assistants vocaux. Donc, imaginez les Siri, les Cortana, les Alexa, ce genre de choses. Et donc, ils font quoi, ces assistants vocaux? En fait, on leur parle, on leur demande, je ne sais pas, la météo de demain. Et ce qu'ils doivent faire, c'est de reconnaître dans notre question, reconnaître qu'est-ce qu'on a dit, et donc après aller chercher la réponse. Demain, il va faire un peu plus chaud qu'aujourd'hui, mais il va pleuvoir un peu. Enfin, au moins, c'est ce que j'ai vu pour la vraie météo de demain. On verra. Mais donc, la première étape, c'est de transcrire, enfin comprendre ce qu'a dit l'usager. Et donc là, on a un témoignage d'une travailleuse française et qui nous racontait avoir passé plusieurs mois
à faire un travail qui consistait à écouter des petits morceaux d'enregistrement des conversations des usagers avec un assistant vocal, produit par une grande entreprise américaine, multinationale et commercialisée en France depuis déjà longtemps. Et donc, elle devait écouter, regarder la transcription automatique qu'avait fait l'outil, et puis voir si en fait la transcription automatique était correcte, et sinon apporter la correction. Et elle voyait très bien que ça servait à voir s'il y avait des problèmes, des erreurs, et les signaler pour que les ingénieurs ensuite puissent apporter les éventuelles corrections nécessaires, les mises à jour. Il y a parfois des noms des je sais pas, personnages politiques, célébrités qui n'étaient pas forcément présents à l'époque, au moment de l'entraînement, et qu'il faut rajouter au fur et à mesure. Et donc là, donc les images que vous voyez, c'est des photos qu'elle avait prises de la tâche qu'elle faisait. Ce n'est pas des vraies captures d'écran parce qu'elle n'était pas autorisée à les faire. Et je ne sais pas si ça se lit très bien à distance, peut-être pas, mais en fait, c'était un cas assez rigolo où la transcription automatique disait, oui voilà, Ben Laden, les mots alors. Le terroriste, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans? Est-ce que c'est une conversation dangereuse? Qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, non, rien de tout ça. C'est juste que la machine avait mal compris. Et ce que la personne, l'usager avait dit, c'est ce que la travailleuse a transcrit, elle, avec son oreille humaine, et qui était juste dans le moi alors. Donc, quelque chose d'absolument banal et quotidien. Et c'était dans son activité au quotidien. Elle le faisait pour la langue française, puisque c'était une Française, mais elle était au courant d'autres personnes qui faisaient exactement le même travail, les mêmes tâches, pour d'autres langues européennes, le portugais, l'espagnol, l'allemand, je ne sais plus quoi. Et puis donc, je voulais raconter aussi que quelque chose qu'on a vu, c'est que des interventions humaines peuvent se passer non seulement tout en amont, préparer les données, ou en aval, vérifier, mais aussi parfois entre les deux, quand les humains accompagnent un algorithme qui ne fonctionne pas parfaitement, ou qui ne fonctionne pas du tout, ou qui est décevant, fonctionne mal. Et c'est ce qu'on appelle l'imitation de l'intelligence artificielle, l'imitation de l'IA par des humains. Là, l'histoire, le cas dont je voulais vous parler, c'est donc une caméra soi-disant intelligente placée dans des chaînes de supermarchés qui existent, qui opèrent ici en France, et qui en fait est censée repérer des gestes qui pourraient s'apparenter à du vol dans les rayons. Et donc, si elle voit quelque chose de potentiellement problématique, elle le signale au personnel de sécurité ou aux caissières. Et donc, voilà, l'idée est d'automatiser ce processus qui, en fait, doit durer le temps de l'ouverture du supermarché, donc plusieurs heures par jour à plusieurs endroits partout en France. Et en fait, le travail, il est fait à la main. C'est-à-dire que la caméra, elle est bien là, mais elle ne fait pas l'interprétation des données, des vidéos qu'elle enregistre toute seule. Elle envoie les images à Madagascar, où Antonio et son équipe ont en fait constaté que c'était une équipe de travailleurs et travailleuses sur place qui surveillaient les gestes des clients du magasin. Oui, voilà, dans l'un des endroits qu'Antonio vous a montré tout à l'heure, et dont on voit ici une autre image. Et en fait, eux, ils se voyaient comme les travailleurs qui étaient impliqués dans cette tâche en particulier, ils se voyaient comme des surveillants à distance. C'est ça qu'ils faisaient. Mais en fait, ils savaient très bien qu'ils remplaçaient quelque chose qui était censé ou qui était présenté comme automatisé et qui en fait n'était pas du tout automatisé
parfois, ce type de choses, ce type de remplacement, on va dire, ça se fait pendant un temps pour que en fait, les ingénieurs comprennent comment fonctionne le processus et puissent trouver des idées pour l'automatiser ensuite. Parfois, ça n'arrive même pas. C'est-à-dire que ça peut être moins cher de continuer à payer des travailleurs et travailleuses au Madagascar qui coûtent aussi peu que payer un ingénieur très très cher dans Paris et des centres de calcul qui demandent aussi des dépenses assez formidables en électricité et en équipement. Et donc continuer. Et d'ailleurs, ce système-là, au moment où il a été observé, il était en place depuis un bon moment. 5 ans, sans qu'il y ait aucun signe que c'était en train de changer, au moins au moment de l'enquête. Et donc voilà, l'imitation de l'IA, en fait, peut intervenir à tout moment lorsque un humain ou des humains, en fait, prennent la place d'algorithmes qui sont défaillants ou trop chers, ou enfin, que ça ne vaut pas la peine ou qui ne sont pas capables d'être mis à l'œuvre tout seuls. Et donc là, je voudrais rentrer un petit peu, parce qu'on a vu en fait que oui, toutes ces formes de travail humain, elles sont bien présentes derrière l'intelligence artificielle. On a vu où ils sont, on a vu à quoi ça sert. Et là, je voulais un petit peu rentrer dans les mécanismes, on va dire, économiques qui expliquent pourquoi aller chercher à Madagascar et payer aussi peu. En fait, c'est une combinaison principalement de deux mécanismes qui n'ont rien de nouveau. Le premier est l'externalisation. L'idée que, en fait, pour une entreprise, en l'occurrence de technologie, il peut être parfois plus rentable économiquement, moins cher, d'externaliser des activités qui sont officiellement parce que comme ça, ils peuvent se reconcentrer sur leur cœur de métier, mais aussi parce qu'elles peuvent économiser en faisant faire à des prestataires extérieurs. Et c'est une tendance qui n'a rien de nouveau. Il y a des formes d'externalisation dans plein d'autres industries, dans plein d'autres secteurs économiques. Mais en fait, un vrai marché du travail de la donnée, tout un système d'intermédiaires s'est mis en place précisément avec cette idée de dire aux producteurs d'intelligence artificielle, que ce soit d'ailleurs des producteurs du privé, des entreprises commerciales ou des centres de recherche, y compris publics, en fait, l'idée, c'est de leur proposer ces services en passant par des intermédiaires. Et donc, qu'ils ne fassent pas ça en interne, ce que d'ailleurs très peu font. Et alors, en gros, nous, on a constaté que coexistent dans ce marché deux modèles principaux d'externalisation. Un premier modèle qui est celui que vous voyez là en bas. Oui, je crois que vous voyez ma souris, qui est le modèle de la plateforme place de marché, c'est-à-dire un intermédiaire qui en général se sert d'outils technologiques pour réaliser des appariements, en fait, pour trouver des travailleurs et travailleuses, des gens qui ont du temps disponible et qui veulent gagner un peu d'argent, et les mettre en relation avec des clients, des producteurs de technologies qui ont des travaux, des données à faire. Donc, le producteur de robots de nettoyage pour la maison, il va chercher cet intermédiaire et lui dit tiens, moi j'ai besoin d'un certain nombre de photos de tel et tel type de salissure dans les maisons, et puis l'intermédiaire se charge de en fait les faire trouver les gens pour les faire réaliser. Et généralement, il s'agit donc des situations où les travailleurs et travailleuses sont payés à la tâche, recrutés sur demande, selon les besoins. Donc. Et c'est le cas typique où on trouve des paiements, des tâches payées 3 centimes, 20 centimes, comme celle que Antonio a montré tout à l'heure. Un deuxième modèle qui coexiste, et donc c'est celui qui est là,
c'est plutôt un mélange d'intermédiaires des types différents. On a un client qui est toujours une entreprise de technologie qui a besoin d'un certain type de service. Par exemple, OpenAI qui a besoin de faire entraîner ChatGPT avant de le diffuser à large échelle, comme elle l'a fait pour la première fois à la fin de l'année 2022. Et ben, elle peut... Quand il s'agit, surtout quand il s'agit d'une grosse entreprise avec des gros projets, elle peut avoir besoin d'intermédiaires qui leur fournissent en fait une quantité de travail plus importante avec certaines conditions de qualité. Et donc là, en fait, elles font plutôt confiance en fait à différentes couches d'intermédiaires et de fournisseurs, chacun spécialisé en un aspect qui se coordonnent en fait entre eux pour finalement arriver au résultat espéré. Donc, en particulier, dans le cas de ChatGPT, c'était un certain nombre d'entreprises spécialisées dans la notation qui ont leur bureau au Kenya et ailleurs, les endroits qu'Antonio a montrés dans la carte, et qui donc recrutent sur place des gens qui vont au bureau, font ces tâches, etc. Et puis eux, ils s'occupent de faire rassembler les résultats de leur travail et le rapatrier auprès du client. Donc voilà, il existe des modèles différents, mais il s'agit toujours d'externalisation. Et quand il y a externalisation, en général, ça veut dire que la grande entreprise de technologie, que ce soit OpenAI ou autre, en fait, elle exclut de ses ressources, de sa richesse, les travailleurs et travailleuses qui réalisent ces petites tâches à faible, de son point de vue, à faible valeur ajoutée. Donc, elle peut très bien rémunérer peut-être ses ingénieurs, ses data scientists, mais comme le reste c'est géré par un sous-traitant qui est peut-être une petite entreprise en Afrique, et bien là, les conditions, voilà, ça peut partir dans bien d'autres sens. Et donc, l'externalisation est une manière en fait, de gagner de l'argent, enfin, de réduire les coûts par exclusion. Et puis, l'autre dynamique parallèle qui va ensemble est celle de la délocalisation. En fait, toutes les tâches desquelles on a parlé peuvent se faire à distance. Il suffit d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, des outils numériques, mais peu importe si c'est fait, la surveillance à distance des supermarchés, finalement, une fois que la connexion Internet est bonne, peu importe si elle est faite à Madagascar ou en France, l'essentiel est que ce soit fait. Et ça permet, en fait, d'aller chercher des travailleurs et travailleuses dans des pays où les salaires sont plus faibles, où peut-être le droit du travail est moins strict, et donc où on peut encore faire des économies. Donc là, les images qu'on a mis pour illustrer un peu cette idée, c'est un ensemble de photographies de travailleurs et travailleuses du Venezuela qui font tous de ces types de tâches en ligne. En fait, le Venezuela est un pays qui est frappé depuis une bonne quinzaine d'années par une très forte crise économique et politique, aggravée par les sanctions, ce qui fait qu'il y a eu hyperinflation, perte de pouvoir d'achat en interne, faillite du système public à différents endroits. Et donc, en fait, pour les gens, ça peut être plus intéressant de faire des tâches pour des clients étrangers qui payent en dollars que de travailler. Et on trouve des anciens ingénieurs du pétrole, on trouve des gens très qualifiés, en fait, qui préfèrent faire cela plutôt qu'un boulot, on va dire, plus traditionnel, mais qui serait payé en devises locales et qui donc n'arrive pas à tenir avec un taux de change aussi défavorable contre le dollar. Et donc, ils ont commencé depuis une dizaine d'années peut-être à participer en masse à ce type de production. Alors que le Venezuela n'est pas du tout un pays qui avait une tradition de travailler pour les grandes puissances, pour les grandes entreprises occidentales, ce n'était pas du tout leur truc.
Le graphique que vous voyez à côté, je ne rentre pas dans les détails, c'est juste un graphique qui a été publié par la Banque mondiale dans un rapport d'il y a 2 ans, qu'Antonio a cité quand il parlait de combien de gens font ce travail, qui montre en fait tout simplement que le volume en fait de cette activité a très nettement augmenté dans le temps sur la période qu'ils prennent en compte, qui est entre 2016 et 2023, même s'il y a eu des petits mouvements, en particulier dans la période du Covid, où tout a été un peu plus compliqué, mais bon, globalement, il y a une tendance très très claire à la hausse, et cette hausse, elle est constatée de manière beaucoup plus nette dans les pays du sud du monde, qui justement sont généralement ceux où les coûts de la vie et les coûts du travail sont plus faibles. Et c'est justement pour cela que nous, on s'est intéressés prioritairement à ces pays dans nos recherches, nos terrains d'enquête. Et donc, du coup, si on veut un peu résumer une géographie du travail de l'intelligence artificielle, du type que nous venons de présenter, il y a donc les cercles dans cette carte représentent les endroits où on sait qu'il y a le plus de production d'intelligence artificielle au sens de production de technologies de pointe et existence des structures, des data centers, des centres de calcul pour faire cela. Les aires, les pays colorés sont ceux où il y a des données par rapport au travail de l'IA dont on a parlé, que ce soit nos propres données ou des données collectées par d'autres chercheurs où on connaît les résultats. Et donc, on peut identifier une première direction des flux, qui est celle que nous n'avons pas trop étudiée, nous, personnellement, mais ça a été bien analysé par des collègues de Oxford, entre autres, qui va des pays, des travailleurs et travailleuses en Asie du Sud-Est, les Philippines, l'Inde, vers les États-Unis et, en moindre mesure, la Grande-Bretagne. Un deuxième noyau, c'est tout ce qui se passe en Chine, que nous, on connaît moins personnellement, mais on sait qu'il y a des choses, il y a eu des publications là-dessus. La Chine qui fait faire ce travail en interne dans les villes, les régions, on va dire, les moins centrales, mais aussi auprès des communautés sinophones des pays voisins. Un troisième flux qui est, non, par contre, sur lequel nous, on s'est beaucoup penché, qui est celui qui vient de l'Amérique latine et qui va en très grande partie vers les États-Unis, mais aussi vers l'Europe et jusqu'en Russie. Et puis, le quatrième, c'est celui qui part d'Afrique et des différents pays d'Afrique, et souvent, selon la langue de ces pays, il va vers les États-Unis, ou vers l'Europe, la France en particulier quand il s'agit des pays francophones ou en partie francophones comme Madagascar. Et puis, il y a toute une autre direction vers la Chine également. On a observé Antonio a observé des entreprises en Égypte qui faisaient de la préparation des données pour des entreprises chinoises, en particulier sur pour des applications de reconnaissance faciale. Et donc, pour conclure, parce que je crois qu'on est arrivé à la fin, vers la fin de notre présentation, et avant d'ouvrir sur les questions, ce qu'on a un peu essayé de faire, et on croit le message un peu à retenir de notre intervention, c'est que on a vu quand même un gros décalage entre des discours ambiants, un discours marketing qui insiste sur l'automation et en fait les besoins en travail humain manuel qu'on peut constater notamment par nos recherches et qui existent derrière certains produits qui sont parfois même pourtant vendus comme
automatisés. Le cas de la surveillance à distance qui est faite à la main au lieu d'être automatisée en est un exemple. On pourrait en avoir d'autres. Il y a aussi un autre aspect qui peut être mis en résonance avec des débats bien connus sur est-ce que l'IA va nous faire perdre des postes de travail. C'est un débat bien connu, tous les journaux en ont parlé à un moment ou à un autre. En fait, nous, ce qu'on voit là, sans arriver même à ce point, mais ce qu'on voit là, c'est que même avant d'en être à un point où le déploiement de l'IA dans l'économie serait tellement avancé pour poser ces questions, en fait, déjà, ce qu'on voit, c'est que lors de la production de l'IA, donc avant même qu'elle soit mise sur le marché, en fait, elle transforme déjà le travail, sans forcément avoir un impact quantitativement négatif, perte des postes de travail, mais avec une dégradation des conditions, donc un impact qui est plutôt, enfin, ce qu'on a vu au moins dans cette présentation, c'est un impact plutôt qualitatif et négatif, puisque c'est des conditions de travail assez dégradées, à commencer par les rémunérations. L'autre aspect qui apparaît assez clairement de ce que nous venons de voir, c'est que on associe l'IA à l'innovation tout le temps, mais en fait, si on se penche un peu sur comment l'IA est produite et d'où viennent les données qui l'alimentent, en fait, on retrouve des chaînes de production qui s'agencent selon des logiques assez traditionnelles et assez anciennes. Enfin, la France qui va chez ses anciennes colonies, les États-Unis pareil, la Chine qui arrive en Afrique pour les données comme pour plein d'autres trucs. Donc, on retrouve en fait des dynamiques qu'on a déjà vues en fait dans plein d'autres secteurs d'activité économique et qui n'ont rien de nouveau en ce sens-là. Et un point qu'il nous semble important de faire, c'est que, alors on peut se dire quand même, oui, mais dans ces pays où souvent les marchés de l'emploi ne sont pas terribles, ils n'offrent pas grand-chose, au moins, en fait, ça paye des gens, quoi. Ça paye peut-être pas beaucoup, mais ça crée quand même des emplois payés. Ce qui est effectivement un objectif que certaines entreprises, certains intermédiaires s'étaient donné très, très explicitement, de rajouter un côté social à cette activité, de dire, tant qu'à faire, donnons de l'emploi à ceux qui n'en ont pas. Le problème et la limite de cela, c'est que les rémunérations sont tellement faibles et la reconnaissance surtout de ce travail est tellement inexistante qu'en fait, il n'ouvre pas de perspectives pour la suite. Or, un travail qui, en fait, arrive à débloquer, à sortir les gens de la pauvreté ou des trajectoires descendantes, c'est un travail qui permet par la suite de s'engager dans une trajectoire professionnelle, de changer, trouver un autre emploi, se valoriser, etc. Et là, pour l'instant au moins, dans tout ce qu'on a vu, ceci n'est pas présent. Et donc, en ce sens, les bénéfices éventuels sont de très courte durée, outre le fait qu'ils sont limités par le faible niveau, notamment de rémunération. Et une implication que nous pensons est très importante est qu'est-ce que cela veut dire par rapport au débat actuel sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, tout le monde nous parle d'une éthique, du besoin d'avoir une éthique pour l'IA. On est bien d'accord là-dessus. Un thème sur lequel il y a encore quelque chose à faire, c'est, en fait, ces aspects-là sont très peu pris en compte dans les chartes éthiques sur l'intelligence artificielle que beaucoup d'organisations se sont données, et même dans les efforts de législation que plusieurs gouvernements sont en train de se donner. En fait, là, le travail qui est fait normalement, enfin généralement, pour créer une réflexion éthique sur l'IA, il porte surtout sur la phase suivante, qui est celle du déploiement. Une fois qu'on a une IA, on a ChatGPT, il est prêt, il est mis sur le marché, il est mis en ligne, on peut l'utiliser, alors là, on s'interroge sur les impacts éthiques. Oui, mais en fait, il faudrait rajouter ce qui se passe avant
que ChatGPT ne soit mis en ligne et mis à disposition de nous tous. Cet aspect production, il reste très absent. Et en fait, il devrait être intégré. En fait, nous, on aime bien la métaphore de dire, considérons l'IA comme si c'était des chaussures, comme si c'était des vêtements. En fait, on a exigé des entreprises qui font le textile, les chaussures, les articles sportifs, que pour se dire éthiques, ils ne se mettent pas à faire fabriquer leurs produits dans des usines qui brûlent au Bangladesh. Vous vous rappelez ce cas fameux d'il y a une dizaine d'années, ou qu'ils n'emploient pas du travail des enfants. Voilà. Et bien, peut-être, on pourrait faire le même raisonnement pour les entreprises d'IA. On peut exiger que, pour qu'on puisse dire que leur produit est éthique, il devrait être, entre autres choses, produit dans des conditions éthiques. Et éthiques par rapport, entre autres, aux conditions de travail des gens qui sont derrière. Et je laisserai terminer Antonio sur la question du documentaire, un peu de pub. C'est la partie pub. Alors, vous avez compris, nous sommes deux universitaires, on produit des livres, ils sont chiants, vous pouvez les acheter, télécharger illégalement, faites ce que vous voulez avec, de toute façon on ne gagne pas notre vie avec ça, mais une autre chose qu'on fait avec nos données et notre travail et nos recherches, c'est de produire et écrire des documentaires qui sont gratuits, parce qu'ils passent à la télé, sont produits par France Télé en l'occurrence. Donc un premier documentaire qui est encore disponible en streaming, mais remonte à 2020, s'appelle « Les Invisibles, les travailleurs du clic ». Donc toutes ces histoires qu'on vous a racontées là, vous les trouvez déjà là-dedans, mais on a, disons, répété l'expérience et on a produit un autre documentaire qui s'appelle « Les sacrifiés de l'IA », qui va passer à la télé sur France 2 le 11 février. Le 11 février, le 10 et 11 février à Paris, il y aura le summit de l'IA, c'est-à-dire le grand sommet de l'IA organisé par Macron. Nous, on n'y va pas, c'est un choix. Par contre, disons, pour accompagner les gens qui sortent de cette grande kermesse de l'intelligence artificielle des entreprises, on a produit cette histoire édifiante. Je vous invite à la regarder et vous allez me dire, grosso modo, ce que vous pensez après, à l'issue, de l'intelligence artificielle, de son impact sur les êtres humains, mais aussi sur les environnements naturels, parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, et on le dit dans le documentaire, sur le coût environnemental de ces technologies. On dit intelligence artificielle, on oublie de dire qu'il y a du lithium là-dedans, il faut l'extraire, il y a du cobalt, du nickel et d'autres matières différentes, et tout ça a un coût vraiment, vraiment important. Voilà, merci à vous. Et donc on ouvre le débat.